OK, alors bonjour et bonsoir sur le moment que vous allez visionner cette petite vidéo, ce webinaire du 2 juillet 2019. C'est un webinaire qui a pour objectif donc de répondre aux questions qui ont pu se manifester suite au stage de 5 jours qui avait lieu sur le niveau 1 de la formation professionnelle. Et puis, il y avait évidemment la possibilité donc de revenir sur diverses choses qu'on aurait vues durant le stage, mais également peut-être de parler des thèmes qu'on n'a pas eu la chance de voir, mais que vous avez peut-être vu, lu dans le cahier d'informations que je vous ai envoyé. Alors moi, de mon côté, en même temps que je vous parle, je vais aller voir les questions qui m'ont été posées, voilà, par Pascal de la Suisse, qui m'a laissé un petit mot en me disant qu'elle pourrait probablement ne pas être là, mais elle m'a quand même envoyé un document avec plusieurs questions. Et je vais prendre le temps d'y répondre, si vous voulez bien. Puis, entre-temps, bien évidemment, ça va vous donner peut-être l'occasion à vous, de chacun d'entre vous, de pouvoir amener vos réflexions. Ah, excusez-moi, de ramener vos questions et interrogations sur ce qui a pu se manifester lors du stage. Alors, donc, Béatrice m'avait fait part d'un certain nombre de questions, pas Béatrice, mais plutôt euh, Pascal qui avait donc des questions qui me posaient sur le stage. Alors, je vais prendre le temps peut-être de pouvoir vous en faire part et puis par la suite, bien évidemment, de pouvoir me dire ce que vous en pensez. Donc, la première question, c'était concernant le mouvement ascendant et descendant. Alors, vous vous rappelez que dans le stage, je peux peut-être prendre l'occasion de revenir sur ce qu'on avait vu dans le stage, mais on avait vu effectivement qu'il y avait plusieurs techniques qui avaient pour objectif de travailler sur les chakras. On avait vu qu'un premier soin qui a été proposé pour travailler sur un chakra à la fois, c'est-à-dire la technique d'ouverture. Il y avait ensuite l'équilibre par les couleurs, puis il y avait ensuite la circulation rotatoire, centripète et centrifuge, qui permettait donc de faire une évaluation de un chakra à la fois. C'est-à-dire que si je voulais faire une lecture intuitive sur les 7 chakras d'une personne et que je voulais vraiment le faire en tenant compte de chacun des chakras, ben, je pouvais faire cette technique-là, mais je pouvais aussi choisir d'utiliser cette technique-là pendant un soin, de dire, mais tiens, je vais aller voir tel chakra, par exemple, qui semble le plus perturbé, je vais donc travailler avec ces 3 techniques-là. C'était une option qu'on avait vue, qui était un soin potentiel. Le deuxième soin qu'on avait vu, qui était, donc on avait combiné les techniques, c'était le mot ascendant-descendant, et ensuite, il y avait la circulation entre les axes, qui était une autre façon de travailler qui me permettait de pouvoir poser un regard sur la globalité des chakras, c'est-à-dire de quelle façon que chacun des chakras sont étroitement reliés les uns aux autres et de quelle façon qu'on peut parvenir à comprendre les dynamiques énergétiques qui peuvent exister chez une personne ou chez soi-même, évidemment, si on le fait sur soi. Et la première question qui m'est posée, c'est entre autres pour ce thème-là. Mais en fin de compte, il y a une première question qui m'a été posée, c'est Pascal qui me dit le document du stage qu'elle a reçu, elle me demande si ça concerne uniquement le niveau 1 de la formation professionnelle ou également les niveaux 2 et 3. Alors moi, je lui ai répondu, je ne lui ai pas répondu, mais je lui réponds et je vous réponds aussi à la fois concernant ce stage. Ce document-là était uniquement pour le niveau 1 de la formation professionnelle, c'est-à-dire que vous allez avoir des documents qui vont présenter le niveau 2 et le niveau 3, c'est-à-dire des cahiers de formation qui vont être proposés de la même façon que celui que vous avez reçu à cette occasion-là. Donc, vous avez sans doute remarqué que ce niveau 1 que je vous ai envoyé ne parlait pas tant que ça des chakras. Et je m'en excuse, c'est-à-dire que j'avais fait un document et je ne le retrouve pas. Je l'ai dans un ordinateur avec lequel je suis moins à l'aise, que j'ai amené en Europe, et puis j'ai été passablement occupé, donc j'ai pas eu la chance d'y revenir. Je m'en suis rendu compte un petit peu sur le tard parce que je crois que le document était vraiment le bon. Et je l'ai découvert tout à l'heure, en fin de compte, que c'était pas le document qui a été finalisé dans lequel j'avais intégré les notions sur les chakras, mais il y avait quand même quelque chose de très, très complet dans ce cahier de formation-là. Et je pourrais peut-être vous envoyer un petit document supplémentaire concernant les chakras, si ça vous dit, évidemment. Puis s'il y a des questions sur les différents thèmes qui ont été vus, ben, allez-y, n'hésitez pas. Il me semble que tu nous avais parlé de nous envoyer un module online supplémentaire. Oui, c'est un module en ligne. J'attendais de vous l'envoyer parce que j'avais envie de prendre le temps de regarder avec vous où est-ce que vous en étiez concernant le stage. Il ne s'agit pas de vous envoyer des informations supplémentaires pour le plaisir, mais plutôt de voir de quelle façon que vous pouvez aussi en retirer le maximum. Et j'avais envie donc de prendre le temps de faire un genre de tour d'horizon de ce qui a été vu dans le stage, plutôt que de vous lancer d'autres informations et que ça viendrait comme finalement amener une somme d'informations qui n'est peut-être pas nécessairement utile là, quand on n'a pas intégré quelque chose.
Donc, voilà. La question qui m'était posée, maintenant, il y a quelques questions qui me sont posées par Pascal là. Donc, il y avait mouvement ascendant et descendant. C'était un peu la question qui était posée. Voici, si j'ai bien compris, le mouvement descendant permet de se régénérer et est relié au système parasympathique. Le mouvement ascendant étant relié au système sympathique. Je ne suis pas certain de bien comprendre pourquoi le mouvement descendant de l'énergie permettrait de se régénérer, car il me semblait plutôt me ressourcer en allant chercher l'énergie de la Terre lors de l'enracinement, qui est un mouvement ascendant puisqu'il fait monter l'énergie. Aurais-tu, s'il te plaît, la gentillesse de nous expliquer également de manière plus précise les liens avec les systèmes sympathiques et parasympathiques? Je pratique la cohérence cardiaque pour équilibrer ces deux systèmes nerveux. Cette pratique a un effet sur la fluidité du mouvement descendant et ascendant. Alors, c'est une question qui touche plusieurs points. Je vais revenir sur la pratique de l'enracinement puisqu'elle m'en parle, Pascal, là. Alors, la pratique de l'enracinement, à quoi elle sert? Elle sert, d'une part, à me relier à la terre et au ciel, donc à me remettre dans une position de verticalité. Cette position de verticalité fait que l'énergie de la terre et celle du ciel vont circuler à travers mon corps. Et dans cette position-là, bien, inévitablement, je vais pouvoir finalement être plus conducteur, plus connecté avec moi-même, plus connecté avec mon ressenti, etc. L'idéal d'une pratique de l'enracinement a deux fonctions. La première, c'est que si je reviens avec l'idée des deux pieds à la rosée du matin, dont vous vous souvenez peut-être, quand on a les deux pieds à la rosée du matin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que moi, je vais décharger un surplus d'acidité dans la Terre et la Terre va en échange me remettre de l'énergie en des ions négatifs. Alors, ça, c'est un premier mouvement qui touche vraiment cette notion de parasympathique, c'est-à-dire que si mon corps n'est pas capable de décharger cette acidité-là, il va avoir de la difficulté à se recharger. Donc, un des premiers mouvements fondamentaux qui est relié à cette notion de mouvement ascendant et descendant, c'est que donc, dans la pratique de l'enracinement, un mouvement descendant. Le mouvement descendant peut se faire évidemment en se mettant les deux pieds à la rosée du matin, pourrait se faire dans un contexte de pratique d'enracinement dans lequel on prend vraiment le temps, euh, excusez-moi, excusez-moi, on s'est perdu un petit peu en chemin. Vous me dites si vous m'entendez bien. Je pense que je viens de constater cet ordinateur-là qui fonctionne super bien normalement. Ça fait 2, 3 jours que je vois que la connexion Internet semble pas bien fonctionner et les autres ordinateurs que j'ai semblent, eux, fonctionner adéquatement. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien présentement. Je vais tâcher donc de poursuivre les questions. Donc, le premier mouvement de la pratique de l'enracinement, c'est lorsque l'énergie de la Terre va donc, on va décharger donc l'énergie. Alors, quand je m'enracine, normalement, je pourrais toujours prendre le temps de chercher justement, en me reliant à l'énergie de la Terre, de décharger, de profiter de l'occasion pour aller décharger l'acidité dans la Terre, pour ensuite aller chercher l'énergie de la Terre qui, elle, va me ressourcer. Alors, l'énergie de la Terre qui va remonter, qui va être le mouvement ascendant à ce moment-là, est un mouvement qui va me retransmettre des ions négatifs, alors que le mouvement descendant, ça va être le moment où je vais prendre le temps simplement de porter ma conscience pour me décharger vers la Terre l'acidité. Alors ça serait déjà donc une première chose à comprendre. Alors quand on parle du mouvement descendant, un mouvement descendant, ça veut dire quoi? C'est un mouvement relaxant. Un mouvement relaxant, ça veut dire que chaque organe doit être capable de relaxer et doit être capable de se tonifier. Alors, descendre, ça veut dire relaxer. Le mouvement descendant, c'est le mouvement de relaxation. Puis le mouvement d'ascension, c'est le moment de tonification. Et quand on regarde le fonctionnement du système parasympathique et sympathique, on le reconnaît, hein, d'une façon, si on veut réduire, on veut définir en un mot le parasympathique, les fonctions du système parasympathique, on va souvent dire relaxation, régénération. Si on parle du système sympathique, on va souvent parler quelque part de tonification. Et dans ce sens-là, dans le cahier des notes, vous allez retrouver des informations sur le fonctionnement du système nerveux qui vont sans doute vous plaire et intéresser à ce sujet-là. Mais ce que je vous dirais, c'est ça, c'est que le mouvement descendant a donc, dans la pratique de l'enracinement, la propriété de se décharger l'acidité vers le sol. On peut le faire à la rosée du matin, les deux pieds nus à la rosée du matin. On va décharger l'acidité, mais on peut le faire aussi dans une pratique d'enracinement. On va prendre le temps de décharger notre acidité dans le sol par conscience et ensuite faire remonter les ions négatifs dans notre propre corps qui vont nous permettre donc de favoriser
une expérimentation d'un certain mouvement descendant et ascendant dans la pratique de l'enracinement, qui va nous permettre aussi de comprendre une chose, c'est que quand on est très sympathico-tonique, c'est-à-dire que notre système sympathique est très, 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 très élevé, ben, il va créer des stress. Et quand ça crée des stress, ben, on n'est pas capable de descendre. Nos organes ne sont pas capables de se relaxer. Alors, c'est pourquoi que la pratique de l'enracinement est une technique chamanique importante, parce qu'elle nous enseigne à nous rappeler quelque part qu'il est important d'être capable de se recharger avec l'énergie de la Terre en déchargeant notre acidité et en renouant contact avec l'énergie de la Terre. C'est un phénomène de régénération qui va en résulter, qui va nous permettre ensuite de renouer contact à une forme de tonification du système nerveux. Quand on parle, euh, du mouvement de la Kundalini, quand on parle du mouvement de la Kundalini, c'est un peu le même phénomène qui va se produire. Le mouvement de la Kundalini, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous permettre justement de, euh, de se recharger encore une fois, de se décharger vers la Terre, qui est relié au système parasympathique. Et ce système parasympathique-là, lorsqu'il est relaxé, il nous permet d'avoir un apport énergétique, un apport d'énergie nerveuse qui va ensuite remonter vers le haut du corps et qui vont favoriser cette fameuse Kundalini. Et pourquoi la Kundalini, elle ne va pas pouvoir se faire adéquatement? C'est souvent parce qu'il y a des tensions nerveuses qui existent qui vont faire que on ne va pas être capable de laisser circuler l'énergie nerveuse du sympathique dans tout le corps sans heurte et sans aucun obstacle parce qu'il y aura des tensions qui vont exister et qui vont empêcher le mouvement de l'énergie nerveuse de pouvoir circuler librement. Alors, je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais ce serait un peu un début de réponse par rapport à la question qui touchait plusieurs points que Pascal avait là-dessus. Donc, je pense avoir répondu à certains aspects de cela et que si elle veut évidemment des précisions, ben, elle pourrait y revenir, puis on pourra poursuivre la question. Mais dans les notes, vous avez des informations aussi sur le système nerveux qui pourraient être intéressant à jeter un coup d'œil. L'autre chose que j'avais envie de parler, c'est qu'elle me parle de la pratique de la cohérence cardiaque. Alors, c'est un mouvement respiratoire qu'on pourrait faire 3-6, par exemple, hein. C'est un inspire 3 secondes, expire 3 secondes, 6 secondes plutôt. Ce serait une façon de faire de la cohérence cardiaque, entre autres, hein. Il y a plusieurs façons. Celle-là, c'est une technique yogique dont je viens de nommer, qui peut amener justement, quand on la pratique, on constate que quand on a bien atteint cette forme de cohérence cardiaque-là, il y a un apaisement. On sent notre corps qui est plus descendu vers le bas et on sent effectivement une plus grande aisance dans le mouvement vers la tête. Alors, c'est souvent quelque chose qui va se produire et qui va avoir une action, évidemment, sur le mouvement ascendant et descendant, bien sûr, puisque on va avoir relaxé davantage notre cœur. C'est pour ça que la cohérence cardiaque, il faut bien comprendre d'où est-ce que ça vient à l'origine. Ça vient des techniques yogiques et les yogis avaient compris depuis très longtemps que la respiration pouvait changer le monde. Alors, on riait un petit peu d'eux à l'époque, mais aujourd'hui, avec la cohérence cardiaque, on a documenté en fin de compte en quoi, de quelle façon ce serait possible de changer le monde. C'est-à-dire que quand on pratique la cohérence cardiaque, on se met dans une position de plus grande relaxation, on est dans une position où notre cœur devient plus flexible. Cette flexibilité nous rend plus intuitifs. Et c'est là qu'on comprend que la pratique chamanique, que les pratiques respiratoires yogiques avaient toute une signification, un sens, qu'on est en train de leur donner à travers de nouveaux mots, hein, la cohérence cardiaque, par exemple, qui est une nouvelle façon de nommer les pratiques ancestrales qui avaient compris bien des choses que nous, on n'avait pas nécessairement compris et que l'on commence justement à comprendre en donnant une notoriété bon, à la cohérence cardiaque. Et c'est tout à fait correct hein, que ça ait une certaine notoriété, mais il ne faudrait sans doute pas oublier que les traditions chamaniques avaient un grand savoir au niveau de la technique respiratoire, entre autres, et que la pratique de l'enracinement avait aussi une volonté qui était très similaire à la cohérence cardiaque qui était présente. Donc, pour répondre à ça, maintenant, pour revenir sur la cohérence cardiaque aussi, je ne pourrais pas vous dire que la cohérence cardiaque va remplacer le mouvement descendant et ascendant. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que même si je pratique la cohérence cardiaque, ça ne veut pas dire pour autant que je vais réussir à favoriser un mouvement descendant et ascendant dans chacun des organes ou chacun des chakras sur lesquels je souhaiterais travailler. Et quand on va observer qu'il y a des zones de résistance dans le mouvement descendant et ascendant, ben on va évidemment travailler avec les techniques énergétiques qu'on a vues, mais on va évidemment apporter le décodage des programmations et soins pour nous amener à être capable de pouvoir faire un mouvement descendant et ascendant de façon de plus en plus équilibrée et de plus en plus harmonieuse. Donc, ça serait quelque chose d'important aussi donc, à se rappeler, c'est que la cohérence cardiaque va avoir un impact, bien sûr, mais elle n'aura pas un impact qui va remplacer la technique d'équilibre du mouvement ascendant et descendant, parce qu'évidemment, si c'était le cas, bon, on ne se casserait pas la tête à faire cette technique-là. C'est une technique qui va être très intéressante, donc pour évaluer
où il y a des zones d'entropie, des zones d'usure, dans lesquelles les organes n'arrivent pas à se relaxer et à se relâcher. Puis on va comprendre aussi à travers cette relaxation-là, ou cette non-relaxation, les ramifications qui existent entre un chakra et d'autres chakras, ou entre un organe et d'autres organes. Donc là, ça devient intéressant puisqu'on nous permet de comprendre que le chakra en lui-même est autonome, c'est une zone autonome, mais en même temps, cette zone autonome est en étroite relation avec d'autres chakras. Et quand on commence à comprendre les étroites relations entre eux, mais là, ça commence à devenir un travail fort intéressant que l'on peut appliquer au niveau de notre compréhension des chaînes causales, c'est-à-dire des relations qui existent entre les divers chakras ou entre les divers organes, si on applique la technique ascendante et descendante vers les organes également. Si les questions, n'hésitez pas à me les faire savoir, puis moi, je tâcherai d'y répondre, bien sûr, hein. L'autre mouvement l'autre question qui m'est posée par Pascal, c'est concernant l'acidité. Si mes souvenirs sont bons, l'acidité de l'organisme n'est pas uniquement due aux ions positifs que l'on peut évacuer et remplacer par des ions négatifs en marchant dans la rosée du matin. C'est un peu léger comment tu le présentes, Pascal, évidemment, quand tu me présentes comme ça, mais entre autres, c'est vrai que en marchant à la rosée du matin, ça va favoriser donc une plus grande apport d'ions négatifs, ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir à éliminer notre surcharge d'acidité, puisque la surcharge d'acidité, elle est souvent provoquée par une accumulation de ces charges positives-là dans les tissus. Alors, avant que les tissus se désengorgent de ces charges positives-là, il y a un travail profond à faire qui peut aussi être favorisé par un travail, par exemple, un jeûne et un travail en profondeur sur nos tissus, etc. Et ensuite, elle me dit, mais également favorisé par des toxines, des mémoires, des charges émotionnelles non gérées. L'acidité s'installe alors en profondeur dans tous les tissus, d'accord? Dans quelle mesure la PCI, la pleine conscience intuitive, peut-elle nous aider à éliminer cette acidité? Décodage des programmations des mémoires en questionnant l'acidité de la mémoire, en travaillant sur les états psycho-énergétiques, acidité égale à état surchargé ou pas forcément, en agissant sur les fascias, autres moyens. Bref, je serais très intéressé de ce que tu développes le thème de l'acidité. Alors, donc, on va essayer de travailler là-dessus. C'est une question encore assez large qui touche beaucoup de choses, mais d'abord et avant tout, je vais vous parler de l'acidité pour se rappeler une chose toute simple, c'est que l'acidité, pour qu'elle puisse être éliminée, elle doit passer par les émonctoires. C'est-à-dire que qu'à chaque fois que je suis fatigué le soir, que je vais aller me coucher, je vais aller le faire parce que justement mon corps me fait comprendre que je suis plein d'acidité, que j'ai besoin donc de faire un travail de nettoyage pour parvenir à me dégager de l'acidité. Alors ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler, euh, que l'acidité, évidemment, elle est donc présente chez tout être humain et qu'elle va se manifester, elle va nous indiquer à quelque part qu'on a atteint un degré d'acidité assez élevé quand on est fatigué et qu'on va aller se coucher. Alors, si on se lève le matin et qu'on est toujours très fatigué, ça peut être un indice aussi que ce taux d'acidité-là est assez élevé dans le corps et que ça devient un peu comme une gélatine dans notre corps. C'est pour ça que la pratique de l'enracinement est très importante et se promener à la rosée du matin aussi, parce que ça va nous permettre de rétablir les flots énergétiques dans notre corps et faire en sorte que ce qu'on appelle l'acidité, qui crée une genre de gélatine dans le sang et dans tous les liquides du corps, va faire qu'on va être de moins en moins capable de faire circuler le sang dans notre corps. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment importante à se rappeler que donc les symptomatologies associées à l'acidité, c'est que nos tissus on devient moins conducteurs parce que nos liquides deviennent moins fluides et moins liquides. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut se rappeler par rapport à l'acidité. L'autre chose qu'il faut se rappeler par rapport à l'acidité, c'est qu'on a la capacité, nous, en tant qu'êtres humains, de prendre les surplus d'acidité et de les enfouir dans nos tissus profonds. Alors ça, c'est un autre élément, c'est-à-dire que ça veut dire qu'avec le temps et avec l'âge, on peut développer une surcharge d'acidité sans qu'on s'en soit conscient, parce que notre corps parvient, lui, à trouver un moyen d'engrammer, de charger son corps dans des endroits plus profonds, les surplus d'acidité, ce qui va faire qu'il va être capable de fonctionner en santé en apparence, puisque cette acidité demeure présente et on n'a pas réussi à l'éliminer. Donc, il y a quelque chose là-dedans de très perturbateur qui est là potentiellement, mais on gère présentement. C'est pour ça que le concept du jeûne est un concept qui est fort intéressant pour la santé, puisque le jeûne, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que comme le corps n'est plus capable d'aller chercher de l'alimentation par la nourriture, ben inévitablement, il va y avoir donc un travail de nettoyage qui va se faire dans le système. Ce nettoyage va se faire de plusieurs façons. Il va se faire par le fait que tous les émonctoires vont plus être capables de travailler en profondeur parce que justement, ils n'auront plus
des aliments qui vont leur être donnés par la nourriture. Donc, les organismes, toutes les surcharges d'acidité vont davantage se déployer dans le sang parce que justement le corps a besoin de nutriments. Donc, il va aller chercher dans ses ressources, dans ses tissus plus profonds, toutes les ressources possibles. Et évidemment, il est fort probable qu'à ce moment-là, un travail de nettoyage qui va pouvoir se faire dans les tissus plus en profondeur, qui va faire que l'acidité va pouvoir s'éliminer plus profondément. Donc, une des premières façons de travailler avec l'acidité, c'est déjà d'être conscient que l'alimentation est un élément, souvent on mange trop. Alors actuellement, il y a un courant à la mode, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous en parle parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais évidemment, c'est de faire des jeûnes, qu'ils appellent eux des semi-jeûnes. Alors des semi-jeûnes, c'est quoi? C'est de manger moins, d'avoir faim et de manger, par exemple, une fois, par exemple, je donne un exemple, hein, je mange le soir, et je ne remange pas avant le lendemain, la journée suivante. Hein, je prends des jeûnes qui peuvent durer 24 heures, 48 heures, 72 heures. Bon, la tendance actuellement, c'est de faire des jeûnes réguliers, c'est-à-dire qu'on se donne par semaine 3 jours, par exemple, où on fait des jeûnes de 24 heures, 48 heures. C'est des exemples que je donne, mais ça, c'est une tendance actuellement qui est assez présente. Et les grands chercheurs du cerveau ont mis en évidence effectivement qu'une des façons d'assurer que le fonctionnement du cerveau soit adéquat, c'est d'expérimenter la faim, de ne pas manger à sa faim, de carrément avoir faim. Ça permet au cerveau justement de faire un travail plus en profondeur. Comment on peut expliquer ça? Ben, moi, je pense que le fait de faire des pauses digestives fait que notre corps a plus de moyens de se nettoyer, de se libérer de cette recharge d'acide-là. Donc, le jeûne est une solution. Et les micro-jeûnes, c'est-à-dire ces périodes, justement, où on se donne la permission de ne pas manger pendant un certain temps régulièrement, vont aussi favoriser un travail à ce niveau-là. Donc, ça serait un des premiers moyens que je vois qui pourrait être intéressant à explorer. L'autre moyen que je vois, bien évidemment, par rapport à cette fameuse acidité-là, euh, c'est donc de faire un travail de pleine conscience intuitive sur soi-même. Pourquoi je dis ça? Mais parce qu'évidemment, si je pratique l'enracinement régulièrement, je risque de mettre en circulation une plus grande énergie dans mon propre corps et je vais donc constater à mesure que l'énergie circule plus dans mon corps, que je vais peut-être rencontrer des zones de résistance. Ces zones de résistance-là, ben, je vais effectivement prendre conscience qu'elles se manifestent à moi sous forme d'images, de sensations et de mots et que si je prends le temps de faire du décodage intuitif, la déformation des soins, ben, je vais permettre justement à ces blocages-là de pouvoir justement être réduits à leur plus simple expression parce que je vais devenir conscient des blocages, conscient de qu'est-ce qui est le potentiel évolutif qui est en moi et je vais augmenter la circulation énergétique. Donc, ça aussi va contribuer à réduire en quelque sorte cette forme d'acidité-là. L'autre façon de faire, bien évidemment, c'est de consulter. Vous êtes tous en mesure de vous consulter les uns avec les autres. Donc, vous pourriez effectivement bénéficier de soins que vous pourriez vous donner. Et là, évidemment, c'est intéressant parce que le fait que je fasse un travail sur moi est déjà très intéressant. Le fait qu'une personne puisse faire un travail sur moi et m'aider à m'accompagner dans cette démarche-là peut être effectivement aussi très intéressant parce qu'elle aussi, elle va faire un travail où elle va mettre en circulation de l'énergie qui n'était plus accessible. Et le fait de faire ça, bien évidemment, ça va libérer de l'acidité. Ça va me permettre de me rendre compte qu'il y a des endroits de mon corps qui sont figés et ça va me permettre justement d'en faire un travail de plus en profondeur pour faire un travail de nettoyage au niveau de l'acidité. Il faut savoir évidemment que l'acidité, qu'est-ce que c'est? C'est que ça crée une genre de gélatine, comme je disais tantôt. Et cette gélatine-là, évidemment, mais si on la touche jamais, si on va jamais aller voir qu'est-ce qui anime cette gélatine-là, ben on laisse nos mémoires, quelque part, nos blocages, nos émotions constamment figées dans notre corps. Et c'est ça qui va contribuer à la maladie, hein, bien sûr. Donc, ça, c'est un autre, dans ce sens-là, en quoi la pleine conscience intuitive peut être utile pour ce genre de travail-là de l'acidité. Bien évidemment, faire un travail sur moi-même va être très intéressant et de faire un travail sur un partenaire pour l'aider en ce sens-là va être très intéressant aussi. Puisqu'évidemment, plus on travaille à rétablir le flot d'énergie dans notre corps, plus on permet à tout ce qui s'appelle acidité de se libérer dans le sang et de permettre une meilleure circulation de se faire. Alors évidemment, elle me parle de divers moyens, de quelle façon qu'on peut travailler sur l'acidité. Bien sûr que le décollage intuitif va me permettre de devenir conscient de certains blocages qui sont associés à l'acidité. Ces blocages-là, en devenant conscient, va faire que je vais faire des prises de conscience. Ces prises de conscience-là risquent de m'amener à changer mon comportement et ma façon de faire, et je risque donc d'avoir un impact sur
mon acidité de cette façon-là. Donc ça, c'est une première façon de faire. Devenir conscient de qui je suis va faire que je vais développer une plus grande conscience de mon comportement qui risque d'avoir un impact sur l'acidité. La déprogramation va contribuer évidemment à me mettre en contact justement avec les potentiels évolutifs qui sont en moi. Donc au lieu de simplement rester prisonnier de ce que je pourrais percevoir comme étant de l'acidité en moi, je vais devenir conscient des potentiels évolutifs que mon corps souhaite exprimer pour que ces potentiels, cette acidité-là puisse devenir de moins en moins présente. Donc, vous voyez, ça c'est un autre élément. Puis évidemment, les techniques de soins vont contribuer à rétablir le flot énergétique. Où les fascias deviennent très intéressants par rapport à des soins énergétiques classiques, c'est que les fascias travaillent sur des tissus et sur des organes et que quand on observe qu'il y a une moins bonne mobilité tissulaire dans une région du corps par rapport à une autre, on comprend que cette moins bonne circulation tissulaire, respiration tissulaire, elle est provoquée par le fait que l'acidité est présente dans l'organe, dans la région, et que le fait de rétablir le mouvement, la réactivité tissulaire de la région concernée, ben, permet justement à notre corps de redevenir apte à réagir à une certaine expérience émotionnelle X, Y, Z qu'elle puisse vivre et à rétablir justement les flots énergétiques qui vont faire que tout le corps va redevenir justement plus fluide et plus harmonieux. Alors, vous comprenez que donc il y a des enjeux importants par rapport à cette notion d'acidité-là et de quelle façon que l'on peut travailler sur l'ensemble de tout ça est fort intéressant. Alors évidemment, de quelle façon qu'on pourrait travailler sur l'acidité? Bien évidemment aussi, c'est de manger d'une façon plus alcaline. Moi, personnellement, je vais vous avouer que j'ai fait la biotraining Vincent à un moment donné. J'avais eu la chance de. Mon ex-compagne était naturopathe, puis j'avais eu la chance donc de faire une évaluation de mon niveau d'acidité dans mon corps par rapport au sang, à l'urine, et sang, urine, et autre chose, je ne me rappelle plus c'était quoi l'autre. Le sang, l'urine, le sang, l'urine, enfin, ça ne me vient plus le troisième. Mais c'était donc un élément intéressant. Puis évidemment, qu'est-ce qu'il conseillait le monsieur systématiquement à toute personne qui allait le voir, en fin de compte, c'est ce que j'ai constaté, c'était une alimentation alcaline. L'alimentation alcaline, c'est une alimentation qui est très, très limitée parce qu'on ne peut pas manger grand-chose, en fin de compte, parce que ce qui est alcalin est finalement pas très, très abondant. Et j'ai constaté que ça n'avait pas des très grands résultats. Mais je vous dis que c'est une autre façon d'être attentif à ce qu'on mange. Attentif à ce qu'on mange, c'est d'éviter de manger des choses qui sont trop acides. Ça, je vous invite, parce que moi, je ne suis pas un expert de ça, de peut-être prendre le temps d'aller voir sur Internet. Vous allez voir que des alimentations alcalines qui sont plus importantes. Non, c'est pas la sueur. C'est drôle, hein? C'est le sang, le- le- l'urine. Voilà, le sang, l'urine et le sang, l'urine. Et j'ai dit quoi tout à l'heure, moi? Le sang, l'urine. Et un troisième que j'ai nommé d'ailleurs, le sang, l'urine et la salive. Voilà. Sang, urine, salive. C'était les trois qui étaient utilisés pour faire la biotechnique Vincent, qui est une méthode qui fait la résistité, qui mesure la résistité du sang et de la salive et de l'urine. Et de cette façon-là, ils arrivaient à déterminer le niveau d'acidité qu'il y a dans le système et ils arrivaient donc ensuite à déterminer bon, les potentiels maladies qu'on pouvait développer, etc. Bon, c'est une méthode qui est quand même qui a une certaine valeur, mais au niveau thérapeutique, au niveau de qu'est-ce qu'on fait pour rétablir le terrain, comme on dit, je trouvais en tout cas, ce que j'avais vécu, moi, ne m'avait pas impressionné tant que ça par rapport à ça. La photographie client que moi j'ai aussi permet de voir également les ions négatifs, les ions positifs sur les méridiens d'acupuncture, ou des méridiens d'acupuncture des orteils de pied. C'est intéressant aussi. Et j'avais constaté que pour avoir un impact sur cet élément-là acide et tout ça, ce n'est pas une chose simple. Donc, l'alimentation va jouer. La pratique de l'enracinement est un facteur important. Cette capacité qu'on a de se mettre de se mettre les deux pieds à la rose du matin et de favoriser donc une décharge, être conscient qu'on décharge de l'acidité dans le corps, de notre corps vers le sol. Ça peut être intéressant de se brancher à la prise de terre qu'on avait déjà vu, hein. C'est toutes des façons de travailler, puis évidemment faire un travail de pleine conscience intuitive pour rétablir le plus possible ce sentiment que tout circule le plus harmonieusement possible dans notre corps. C'est vraiment les éléments fondamentaux. Évidemment, j'avais parlé des micro-jeûnes, qui serait vraiment une façon intéressante de travailler là-dessus et de faire attention à notre alimentation, bien sûr, en réduisant tout ce qui pourrait être le plus possible acide. Et dans ce sens-là, bien évidemment, tout ce qui s'appelle sucre pourrait être réduit, chercher à manger le plus vivant possible. Bon, des grandes clés comme ça qui pourraient être aussi occasionnées, qui pourraient nous aider dans ce sens-là. Donc,
que c'était pas mal les questions qu'elle avait à me poser, Pascal là. Il faut savoir que justement, les gens, par exemple, qui dorment et qui ont des cauchemars la nuit récurrents, souvent, ça va être associé à l'acidité pour la simple raison que justement, le corps, lui, a pour objectif de faire un travail la nuit de nettoyage. Il prend l'acidité, il la remet en circulation, puis fait un nettoyage. Mais quand, à un moment donné, l'individu n'est pas capable de faire ce nettoyage-là, parce que l'acidité est associée à des traumatismes émotionnels dans lesquels il n'y a pas de solutions qui sont données, mais à ce moment-là, le cauchemar va s'avérer être une solution pour essayer quelque part de libérer ou d'épurer le drame associé à l'émotion qui est pas, qu'on n'arrive pas à régulariser. Alors, vous voyez que ça veut donc dire que quand on parle d'acidité, on ne parle pas simplement d'un processus physiologique, mais on parle vraiment d'un processus expérientiel. L'expérience de l'acidité, les charges acides sont associées donc à des événements de notre vie et que si on n'est pas capable de les gérer, bien, inévitablement, progressivement, ça va devenir effectivement un problème plus important dans notre vie. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais donc à vous dire par rapport au phénomène de l'acidité. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pourriez avoir, vous, de votre côté? Je pense à Béatrice, je pense également à Sandra, ou à d'autres personnes qui sont à la salle, que vous pourriez avoir envie de partager. Il y a également, pendant que j'y pense, une personne qui m'a fait part d'un désir de pratiquer. C'est une personne qui a suivi une formation avec moi, mais elle me dit qu'elle a envie de pratiquer avec des gens. Elle vit dans la Bretagne. Bien évidemment, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans la Bretagne, mais peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de faire des soins à distance avec cette personne-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés à pouvoir pratiquer avec cette personne-là, qui est quelqu'un qui a suivi ma formation quelques années et qui a envie de se remettre dans le feu de l'action. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés à pratiquer avec lui, ben, vous me le ferez part pour que je puisse vous donner des informations à ce sujet-là également. Alors, moi, j'ai pas mal répondu à toutes les questions. Il y avait Pascal, que vous connaissez bien, qui avait organisé le stage, qui avait préparé la nourriture et tout ça, vous vous rappelez, qui me disait qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais elle n'avait pas spécialement de questions concernant le stage. Donc, ça, c'est une deuxième personne avec qui j'avais eu la chance de pouvoir communiquer avant que le stage ait lieu. Et puis à vous, maintenant qui êtes dans le webinaire lui-même, si les questions, ce serait le moment de les poser. Et si vous voulez, peut-être on peut regarder également le contenu du fameux cahier de notes que je vous ai envoyé. Il y a quand même 70 pages dans lequel donc je prends un petit peu l'idée de qu'est-ce qui a été vu euh, lors du module 1, qui était un module 1 niveau 1. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, donc il y avait le chapitre 1, il y avait Introduction à la relation d'aide en utilisant la pleine conscience intuitive, qui reprenait un petit peu des éléments de base qui avaient été vus, je pense, lors du week-end. Évidemment, si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pouvez m'en faire part, mais on regardait un petit peu comment faciliter la communication. Je vous invite à aller voir justement sur YouTube un petit vidéo que j'ai conçu pour permettre justement à des gens qui m'ont posé des questions dans un autre groupe, comment utiliser la pleine conscience intuitive et la relation d'aide pour communiquer avec un partenaire. Donc, j'ai pris le temps de faire une petite vidéo un petit peu improvisée, mais quand même, je crois qu'il y a des éléments intéressants dedans. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Pleine Conscience Intuitive sur YouTube. Vous allez retrouver ce petit vidéo-là qui pourrait vous plaire. Après ça, on avait vu dans le cahier notes, bon, introduction à la dynamisation psycho-énergétique des fascias et présentation des techniques qui l'ont inspiré. Donc, c'est le chapitre 2 qui vous donne un petit peu un survol des grands courants qu'on retrouve dans la guérison. Alors, c'est pas exhaustif, c'est juste comme des grandes clés que je vous donnais pour faire comprendre que d'une part, les soins énergétiques, c'est pas, il n'y a pas une technique. Il y en a qui vont dire, ah ben moi je suis Reiki, par exemple. Ben oui, le Reiki, ça fait partie d'un arsenal de techniques énergétiques. Est-ce que c'est mieux le Reiki que les autres techniques? Moi, je dirais que non. Est-ce qu'il est moins bon? Je dirais que non non plus. Vous voyez, c'est pas mon objectif ici, c'est pas de vous dire qu'il y a une technique mieux que l'autre. C'est plutôt de faire comprendre qu'il y a plein de techniques. Il faut arrêter à quelque part de constamment s'accrocher à une technique. Je pense que les techniques sont là simplement comme des moyens de pouvoir accéder à quelque chose qu'on possède tous, qui est l'énergétique. Et il y a plein de techniques qui ont été proposées
à travers les temps et elles ont tous une certaine valeur. Présentement, au niveau de la science, il n'y a aucune technique qui vaut plus que d'autres techniques puisque la recherche scientifique est assez mince au niveau de tout ça. Mais vous avez dans ce chapitre 2-là un survol de tout ça. Il y a une question qu'ils m'ont posée, je pense. J'ai réalisé le soin l'autre fois et en fait, j'ai oublié de réunifier avec mon cœur l'énergie et moi-même parce que personne ne m'a parlé, mais je l'ai fait à la fin quand je prenais congé et c'est pas complété. Donc, je te dirais que la technique de réunification n'est pas une technique absolument essentielle à faire. La personne m'a dit qu'elle ressentait finalement ce que je faisais. OK, là, toi, Sandra, toi, le commentaire que tu me fais me donne envie de vous rappeler quelque part que la personne, elle peut vous dire, elle, des choses. Mais moi, j'aimerais vous dire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne voudrais surtout pas que vous commenciez à vous fier sur ce que l'autre personne, parce que toi, si tu me dis, j'ai réalisé un soin, euh, et la personne m'a parlé, mais je l'ai fait à la fin quand même, je prenais congé, et la personne m'a dit qu'elle ressentait finalement ce que je faisais. C'est bien qu'elle dise ça, sauf qu'un jour, une personne ne va pas vous dire ça. Elle ne va pas vous dire, j'ai ressenti ce que tu as fait, elle va vous dire, au contraire, j'ai rien ressenti. Alors, il va falloir que vous soyez capable, vous, de savoir ce que vous avez fait et la foi envers ce que vous ressentez pour être capable de ne pas vous laisser débalancer, je dirais, parce qu'une personne pourrait vous dire. Alors ça, c'est bien important de se faire confiance. Et se faire confiance, ça veut dire quelque part se fier sur ce que nous on fait et non pas sur ce que l'autre personne nous dit qu'on a fait. Parce que si on donne de la valeur à ce que la personne me dit, ah ben moi j'ai ressenti quelque chose, tu as bien travaillé, et qu'on commence à donner de la valeur à ça, ça veut donc dire que la personne qui va nous dire qu'on n'a pas bien travaillé, ben elle va avoir raison aussi. Alors là, on tombe dans un piège, parce que ça veut donc dire qu'on va tellement être dépendant de ce que les autres font comme travail, qu'on va finalement ne pas pouvoir faire notre travail très rapidement parce qu'on va devenir complètement sensible au fait que les gens vont avoir un regard sur le soin que l'on fait. Et nous, on doit avoir un propre regard sur ce qu'on fait, sinon ça ne va pas bien aller, je dirais, hein. Je vais simplement continuer pendant que vous, peut-être, vous allez faire d'autres commentaires sur. Non, mais la technique de réunification n'est pas essentielle. La technique de réunification n'est pas reliée à la notion en fin de compte, c'est un ensemble de techniques qu'on a vues dans les stages, tant dans le week-end d'introduction que dans le stage de 5 jours. Et cette série de techniques-là, c'est un arsenal thérapeutique. L'arsenal thérapeutique ne veut pas dire qu'on est obligé de faire une technique ou une autre. Il s'agit à quelque part de reconnaître qu'on a une façon de faire et que l'arsenal thérapeutique me permet d'envisager que je peux faire telle technique plutôt que telle autre. Et dans ce sens-là, ben, d'apprendre justement à me laisser prendre dans l'interaction que j'ai avec mon partenaire pour être capable d'évaluer qu'est-ce qui m'apparaîtrait le mieux. La technique de réunification, elle, quoi elle sert? Elle sert à plusieurs choses. Elle sert à me mettre en relation avec mon partenaire pour que mon partenaire se sente réceptif à qui je suis, qu'il se sente accepté par moi. Ça, c'est une façon, c'est pour ça qu'on va souvent la conseiller comme étant au début d'un soin comme préparation, en fin de compte, à un soin, c'est-à-dire qu'on va amener la personne à se sentir accueillie par nous. Et quand on fait un soin orienté sur un organe ou un système ou une région du corps de notre partenaire, bien évidemment, on pourrait finir avec la technique de réunification dans le sens qu'on c'est une façon pour nous d'accueillir à quelque part la région à laquelle on fait un soin sur notre partenaire. Et encore là, on peut aller chercher l'information intuitive. C'est pas uniquement donc un soin, mais c'est une occasion aussi pour nous d'être en interrelation avec notre partenaire, puis de pouvoir mieux comprendre notre partenaire à travers le soin également. C'est ça qu'il faut se rappeler par rapport à ça. Donc, s'il y a des questions, ben, vous pouvez me revenir. Alors, je sais en contact avec le cahier. Alors, le cahier me disait ici, chapitre 3, on était donc à évaluation globale du champ d'énergie par pleine conscience intuitive. On vous parlait donc des 7 états, là, donc l'équilibre, le désalignement, l'hyperactivité, etc. On faisait une présentation théorique de tout ça. Ensuite, je vous proposais de faire une évaluation globale du champ d'énergie. C'est un petit peu ce qu'on avait vu lors du stage, mais là, vous avez sans doute vu qu'il y a beaucoup plus d'informations théoriques. Alors, la théorie ne veut pas dire qu'elle est totalement essentielle. C'est comme des clés que je vous donnais pour vous rappeler quelque part que des choses, tu sais, comme par exemple, si on focus sur la pleine conscience intuitive des hanches d'une personne, la question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que je me supporte ou pas? Une personne qui a des problèmes de hanches, des fois, c'est des gens qui ne se supportent pas eux-mêmes d'un point de vue psychologique. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes quelquefois à connaître, mais on doit aussi questionner pour aller plus loin, bien sûr, sinon on tombe dans une théorie et c'est un peu dommage. Donc, j'avais cherché évidemment à faire le côté gauche du corps, l'énergie féminine, côté droit du corps, l'énergie masculine. Bon, c'est des petites clés comme ça que j'avais pris le temps de vous montrer pour vous inspirer, mais pas pour faire des règles et des lois, mais plus pour vous inspirer au niveau intuitif. Ensuite, il y a une technique d'équilibre d'énergie vitale du champ d'énergie qui était proposée, qui était un petit peu ce que vous avez vécu lors du stage.
Ensuite, on était revenu avec les techniques de toucher thérapeutique, donc le rayonnement biolumineux qu'on palpait le champ énergétique. On avait vu ça également lors du stage, vous vous rappelez. Et donc, il y a des informations sur les différents types de perturbations qui peuvent être perçues avec les mains. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être lu, ça pour vous. Ça peut vraiment être des éléments intéressants pour vous aider à comprendre les diverses façons de travailler avec le toucher thérapeutique. Ensuite, on avait vu également l'équilibre des zones associées au chakra. Donc là, on touchait vraiment un peu le thème qui a été vu avec des informations sur la façon de travailler sur les chakras. Je revenais dans ce sens-là, évidemment, avec les techniques qui ont été proposées. L'équilibre d'ouverture et fermeture, l'équilibre par les couleurs, la circulation rotatoire, centripète et centrifuge, l'équilibre du mât descendant, l'équilibre du mât ascendant et la circulation entre les axes. Donc, c'était les grands thèmes qu'on avait vus lors du stage, bien évidemment. Le chapitre 6 vous présentait fondement théorie de la dynamisation psychoénergétique des fascias. Théorique, ça veut dire quoi? C'est la théorie. Donc là, on vous parlait qu'est-ce que c'est que les fascias, les trois fascias essentiels, la nutrition, élimination, protection, adaptation, voie de communication. Donc là, c'est toutes des informations qui vous donnent à mieux comprendre le rôle des fascias d'un point de vue tant proche de l'ostéopathie que d'un point de vue tant énergétique. J'ai vraiment cherché à faire une recherche au niveau des fascias qui ne parlent pas uniquement d'ostéopathie. À l'ostéopathie, sont quand même des experts des fascias. Nous, la différence entre nous et les ostéopathes, c'est que les ostéopathes, sont orientés beaucoup leur attention vers le corps physique. De quelle façon que les fascias ont un rôle à jouer dans le corps physique, de quelle façon qu'elles ont une interrelation avec le corps physique. Alors que moi, dans mon cas, la dynamisation des psychoénergiques des fascias s'inspire plus, je dirais, de la médecine chinoise et donc des recherches scientifiques qui permettent de comprendre davantage le rôle énergétique des fascias euh, et qui se rapproche plus de la physique quantique aussi. Donc, c'est un peu l'objectif qui a été présenté. Il y a un texte que je vous invite beaucoup à lire, le 8, le thème 8, attendez, je vais voir la page 27. Il y a un texte qui vous est parlé ici, qui vous parle de la mauvaise régénération des fascias. Alors là, on vous parle vraiment de l'acidité. Alors pour ceux qui ont envie donc de lire quelque chose concernant ça, ben ce texte-là était vraiment un texte qui présentait vraiment le texte sur les... il vous parle vraiment des fascias sur ce texte-là. Mauvaise régénération des fascias, donc page... J'ai perdu la page, pour ça que je la retrouve. 20, 20, 20, 27, voilà, où on vous revient sur ça. Puis je pense que j'ai même une référence d'un livre, voilà. Acide, extrait du livre Acidobase, Dynamique Vitale. Je pense que c'est ce livre-là que j'avais beaucoup, qui est un tout petit livre, hein, qui vous présente un peu le lien que j'avais fait moi avec le tissu, l'acidité, tout ça, et les tissus. Alors, c'est un texte qui peut être intéressant pour vous à lire. On parle des amures bon, psychocorporelles, c'est tout ce qu'on avait vu. Le chapitre 7 nous aborde à ce moment-là un petit peu plus l'aspect pratique, de quelle façon on peut faire un travail au niveau des façons. On l'avait vu à la toute fin du stage, vous vous rappelez, on n'a pas été en profondeur là-dessus. C'est pour ça, évidemment, que j'avais envie donc de regarder avec vous s'il y a des questions par rapport à ça. Et ensuite, le chapitre 8, les techniques dynamo-psychoanalytiques des fascias pour un soin global. Donc, on revenait sur les grands mouvements, donc latéral, longitudinal, bon, toutes ces choses-là qu'on avait vues, gauche-droite, le ventral, le dorsal, bien sûr, les pulpations, la palpation rythmique qui touche la superficie à la profondeur. On l'avait vu un petit peu l'effleurage, qui peut être intéressante aussi à utiliser comme une technique énergétique, hein. On fait un effleurage, mais on a la conscience qu'on déplace de l'énergie. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Alors, ça, c'était autre chose aussi. Il y avait donc des techniques d'impulsion suivant la résistance ou à la posée de la résistance qui touchent qui sont des techniques qu'on retrouve en ostéopathie, mais qui sont vraiment présentées ici dans un contexte plus énergétique toujours. Un chapitre 9 qui est assez important, puisqu'on ne l'a pas abordé tant que ça dans le stage. Ici, je vous inviterai donc à expérimenter. Pleine conscience intuitive, équilibre crânio-sacré. Alors, ça, c'est quand même intéressant. Il y a donc toute une correspondance avec la colonne vertébrale qui est très intéressante, qui va donc dire que quand vous faites un équilibre crânio-sacré, vous êtes capable, vous, de voir où l'énergie circule ou ne circule pas bien au niveau de la colonne vertébrale. Donc, vous êtes capable d'identifier une problématique dans la colonne vertébrale qui pourrait être, je ne sais pas moi, la C5, par exemple, au niveau des cervicales. Et vous pourriez à ce moment-là voir les correspondances au niveau des organes, qu'est-ce que ça peut affecter, mais également les symptômes qui peuvent être associés à ça, ce qui est intéressant, parce qu'évidemment, ça nous permet de pouvoir finalement confirmer qu'est-ce qu'on observe d'un point de vue intuitif. Et ça, c'est quand même quelque chose qui mérite qu'on y porte l'attention. Moi, je vous invite beaucoup à faire cette technique-là que je trouve fort intéressante. Et avec les théories qui sont présentées dans le cahier de notes, vous avez quelque chose entre les mains d'assez riche.
La thérapie crânio-sacrée, je pourrais vous dire que c'est un sujet un petit peu important à aborder. Je vais vous montrer en quoi c'est un sujet qu'on n'ira pas en profondeur parce que je vais vous montrer, je ne sais pas si je vais être capable d'aller chercher le fameux livre qui vous parle de ça, juste pour vous montrer que c'est un sujet qui peut être assez important. Vous voyez l'épaisseur du livre, là, juste pour vous montrer, c'est un sujet uniquement sur l'ostéopathie crânienne. Alors, c'est un gros sujet, et c'est un gros sujet, puis évidemment, là, on l'aborde d'une façon vraiment beaucoup plus petite, pour la simple raison on ne va pas dans l'ostéopathie dans le sens médical du terme, on est vraiment plus dans un mode intuitif, et dans ce sens-là, bien évidemment, notre intérêt n'est pas de, justement, documenter notre connaissance par l'aspect physiologique, mais aussi de reconnaître l'aspect psycho-émotionnel qui est derrière tout ça. Et dans ce sens-là, bien évidemment, c'est un autre chapitre que je vous invite à expérimenter aussi. Ça mérite d'être expérimenté certainement. Le chapitre 10 est très intéressant, c'est la relation psychique et les chaînes causales d'organes. Alors, vous allez voir que chaque organe, on vous parle donc de perturbations ascendant et descendant, donc ça pourrait intéresser à Pascal Le d'aller jeter un coup d'œil là-dessus parce qu'elle va mieux comprendre justement en quoi les organes, lorsqu'ils ont un mouvement descendant et ascendant, une perturbation, et de quelle façon que ces perturbations ben, peuvent avoir un impact sur la circulation énergétique et sur l'aspect psycho-émotionnel aussi, bien sûr. Donc, je pense que c'est un chapitre vraiment important pour vous à lire, puis à pratiquer aussi avec ça. Si vous ne l'avez pas fait, ce serait intéressant. Chaîne causale et dépression, très intéressant. Ça, c'est vraiment inspiré de la médecine chinoise, ce que vous allez retrouver dans ce cahier-là. C'est très intéressant pour moi, parce que ça m'a permis, moi, personnellement, de comprendre énormément de choses que je percevais intuitivement, d'un point de vue de mes ressentis, etc., mais que je n'étais pas en mesure de pouvoir toujours donner une relation avec le corps physique systématique. Et grâce à la médecine chinoise, j'ai vraiment pu faire des liens très intéressants et très riches. Alors, c'est pour ça que j'en parle dans les notes, parce que je considère que ça vaut vraiment la peine. Et ce que vous avez là, c'est l'essentiel. Bien sûr que quelqu'un qui dit, ben moi, j'aimerais ça aller plus loin, ben là, à ce moment-là, vous pouvez toujours communiquer avec moi, puis pour aller plus loin, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quelque part aller carrément vers la médecine chinoise, et non pas la médecine chinoise dans le sens de méridien acupuncture, mais la médecine chinoise qui va dans le sens de anatomie, physiologie énergétique et psychopathologie énergétique, qui touche davantage ce que on va retrouver à ce moment-là, la médecine chinoise, quand elle parle de ça, c'est dans le cas de la pharmacopée chinoise, hein, qu'elle utilise les plantes, elle va plus regarder les organes comme ils vont complètement oublier les méridiens d'acupuncture, ils vont vraiment parler d'une anatomie énergétique des organes. Et pour moi, c'est là que il y a eu beaucoup d'éléments fort intéressants qui en ont résulté. On pourrait se dire, mais pourquoi on ne travaille pas sur les méridiens d'acupuncture, par exemple? Ben, le système des guérisseurs n'est pas orienté sur la médecine chinoise, dans le sens des méridiens d'acupuncture. C'est une des raisons pourquoi moi, j'ai jamais été sensible à ça tant que ça, les méridiens d'acupuncture, par rapport au travail intuitif. C'est pourquoi j'ai jamais travaillé là-dessus. Je trouve que le système énergétique euh, avec les chakras, les nadis. Les nadis, c'est quoi? Mais en fin de compte, tout le système, tout notre corps physique émet une énergie. À partir du moment qu'on a compris ça, ben, quelque part, les méridiens d'acupuncture sont intéressants, mais si on commence à simplement, sans tenir compte des méridiens d'acupuncture, faire une évaluation de la santé, on arrive à une évaluation qui peut être très riche et très complète. Avec les informations que vous avez dans les cahiers de notes, vous avez quelque chose de très riche aussi à ce sujet-là. Dans le chapitre 12, vous avez des informations qui vous permettent de comprendre davantage la déprogrammation de la mémoire cellulaire par rapport au transfert d'énergie informée. Il est possible donc par nos mains d'envoyer une certaine somme d'informations dans le corps humain, que ce soit au niveau des alimentations, que ce soit des remèdes, que ce soit, bon, et on vous explique en quoi justement, sur quoi ça repose tout ça. Donc c'est un autre chapitre que moi, je trouve qui est intéressant. On vous propose même des façons de faire, un protocole pour pouvoir faire ça. Alors, c'est intéressant. Il y a un dernier chapitre sur la pleine conscience intuitive et les soins à distance. Mais il faut savoir que certains guérisseurs travaillent aux soins à distance uniquement. Moi, j'ai vu des guérisseurs en Angleterre, un qui est assez connu, qui s'appelle Harry Edwards, qui travaillait uniquement à distance, qui rencontrait jamais les gens en présentiel parce qu'il trouvait ça plus efficace à distance. Donc ça, c'est quand même des gens, c'est quand même des exceptions, hein. C'est pas si fréquent que ça que les guérisseurs vont travailler à distance uniquement. Mais dans ce cas-ci, cette personne-là travaillait uniquement à ce niveau-là et puis avait de très bons résultats. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'ensemble de ce qui était proposé. Vous avez une biographie également qui est très intéressante, je pense, en termes de livres qui sont proposés pour ce cahier-là. Alors, s'il y a des questions, évidemment, sur les différents livres qui ont été écrits, que vous retrouvez là et que vous aimez avoir des informations ou des conseils, bien évidemment,
vous pouvez me communiquer puisque c'est moi qui ai fait la biographie, c'est moi qui ai fait le cahier. Donc, tous les livres donc, qui sont dans la bibliographie, je les ai pas mal encore tous parce que je fais du ménage à mon mes livres, mais je pense que tous les livres qui sont là, je les ai conservés parce que c'est des livres quand même qui sont tous assez intéressants et qui méritent tous à quelque part d'avoir de jeter un coup d'œil dessus pour ceux qui en auraient envie. Et à la toute fin, il y avait la pratique supervisée. Donc, une proposition de pratique supervisée avec tout le protocole et avec le code d'éthique qui était proposé de nouveau. Alors, vous voyez que dans le cahier, il y avait quelque chose quand même, je pense qu'on faisait le tour, pas mal de tout ce qui avait été vu dans le stage et plus. Donc, moi, j'ai fait des recommandations. Je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que j'ai de vous dire ou sur d'autres sujets. Ce serait le moment là, de pouvoir me poser des questions si vous avez envie, puisque on va se diriger vers la fin du webinaire s'il n'y a pas de questions comme telles qui sont présentes. Donc, des questions, des réflexions, des commentaires, ce serait le moment de les poser. Donc, Sandra n'a pas de questions. Est-ce que Béatrice a des questions ou d'autres personnes à la salle? Puisque j'ai vu que 2 personnes, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont là, qui ont des questions sur ce qui a été vu sur d'autres sujets, puisque l'occasion, évidemment, c'est de pouvoir poser vos questions sur les sujets que vous auriez envie de partager. Oui, Béatrice, je pense qu'effectivement, c'est un cahier qui a une belle connaissance. Comme je vous disais, c'est que le stage a eu l'avantage d'être très pratique. Et le cahier, bien évidemment, vous apporte de l'information théorique. Je pense que ça, c'est intéressant. Il y a certaines techniques qui méritent que vous l'expérimentiez, mais on vous donne la théorie pour comprendre le sens de l'exercice en question. Donc, je pense qu'avec ça, vous pouvez déjà faire un petit bonhomme de chemin. Maintenant, moi, ce que je vous dirais, évidemment, c'est que s'il y a des questions, des interrogations, ben, vous m'en faites part. Et moi, ce que je ferai peut-être à ce moment-là, c'est des petits vidéos qui vous donneront des précisions sur les questions que vous pouvez avoir, puis qui vont faire que tout le monde va pouvoir les visionner. Comme je dis présentement sur YouTube, vous avez déjà un premier vidéo qui pourrait vous intéresser sur la communication à un partenaire. Je pense que ça mérite d'être vu, même si ce n'est pas quelque chose qui m'a été demandé de votre part. Je pense qu'elle pourrait intéresser pas mal plusieurs d'entre vous. Je regarde justement sur YouTube présentement pour voir si je ne me trompe pas en disant ça. Oui, effectivement. Un webinaire pour déterminer comment communiquer ses perceptions intuitives. Alors, effectivement, il y avait donc un petit vidéo qui a été conçu pour des gens qui auraient envie de se poser des questions sur la pratique intuitive. Donc, si ça vous dit, ben, c'est disponible pour vous sur YouTube, dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive. Vous allez retrouver donc d'autres vidéos, d'autres nouveaux vidéos. Mais celui-là va être une vidéo, je pense, qui mériterait que vous puissiez y porter votre attention, puisque c'est quelque chose qui pourrait vous apporter des réponses, je crois, concernant les échanges avec un partenaire, entre autres également. C'est bien? Donc, si vous voulez bien, ben moi, je vais m'arrêter ici, à moins qu'il y ait des questions, des interrogations, des commentaires qui puissent être faits. Pascal était malade, donc il n'y a pas eu d'animation autour de la Suisse. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont peut-être pas présenté dû à ça, parce qu'elle n'a pas, il y a pas eu que vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir justement échanger comme vous l'auriez souhaité. Alors, comme eux l'auraient souhaité. Donc, peut-être qu'on en fera un autre s'il y a un besoin à ce sujet-là. OK. Donc, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée à chacun d'entre vous, une belle fin de journée pour ceux qui me voient un peu plus tard, dans un autre moment donné à la journée. Et je vais vous dire très, très bientôt pour une prochaine fois. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée à chacune. Merci d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir.